je suis Pierre Gécou, je suis maître de conférence à CYI Labs et ma conférence s'intitule Arendt peut-elle nous aider à penser l'autorité éducative? Hannah Arendt est sans conteste une figure majeure de la philosophie. Ses travaux en philosophie politique notamment ont durablement marqué l'histoire de la pensée philosophique sur la question de la banalité du mal ou du totalitarisme par exemple. En revanche, comme beaucoup de philosophes, Arendt ne s'est pas vraiment intéressée à l'éducation. Si ce sujet affleure parfois dans ses écrits, c'est en filigrane, comme ça peut être le cas chez d'autres auteurs, Locke, Kant ou Ryle. On ne compte chez Arendt aucun ouvrage spécifiquement dédié à l'éducation, tel qu'on en trouve chez Dewey ou Rousseau. Il se trouve pourtant, et ce colloque en témoigne, qu'Arendt reste une philosophe très régulièrement mobilisée par les philosophes français de l'éducation. Plus particulièrement, deux essais sont régulièrement cités dans ses travaux, notamment Qu'est-ce que l'autorité et la crise de l'éducation. La crise de l'éducation est citée parce que, évidemment, elle traite de l'éducation. Et qu'est-ce que l'autorité est citée parce que l'autorité est une notion qui est régulièrement mise en lien avec la question de l'éducation, avec la question de l'autorité éducative. Il semble donc acté de fait que Hannah Arendt puisse nous aider à penser l'éducation lorsqu'on regarde le nombre de citations d'Arendt sur cette question. Mais le fait qu'une philosophe soit régulièrement citée n'est pas une preuve de sa réelle pertinence. Pour savoir si Arendt peut réellement nous aider à penser l'autorité, il convient moins de se fier à son aura philosophique internationale ou au nombre de ses citations, qu'à ses écrits eux-mêmes. Or, à ce propos, il me semble que ce que dit Arendt sur l'autorité est à tout le moins fortement contestable, voire carrément contradictoire. Si cela est exact, alors il me paraîtra que sur la question de l'autorité en éducation au moins, il n'est pas possible de tirer grand-chose d'Arendt. C'est précisément ce que je compte démontrer en soulignant trois grands problèmes qui transparaissent dans des extraits de Qu'est-ce que l'autorité et de La crise de l'éducation, régulièrement employés en philosophie de l'éducation à propos de l'autorité en éducation. Le premier problème est celui de la thèse du fondement de l'autorité. Dans l'extrait La crise de l'éducation, Arendt affirme qu'il existe une crise de l'éducation et s'interroge sur ce qui se pourrait l'expliquer. Différentes causes sont envisagées, mais l'une d'elles est le rapport de l'autorité à l'éducation. D'après Arendt, la crise de l'éducation serait due à une disparition de l'autorité. Plus précisément, la crise de l'éducation serait, entre autres, provoquée par une érosion de ce qui constitue le fondement de l'autorité éducative, ce sur quoi reposerait l'autorité de l'éducateur, le parent, le professeur, l'adulte, serait contesté, ce qui conduirait son autorité elle-même à être contestée, ce qui rendrait sa mission d'éducation difficile à effectuer. Cependant, ce fameux fondement de l'autorité, la nature de cette assise est loin d'être claire. Qu'est-ce que ce fondement? On peut trouver une première réponse dans l'extrait que je vous affiche et qui est assez souvent cité. Dans ce passage, Arendt déplore une formation des enseignants lacunaire au point que les enseignants finiraient par ne plus connaître suffisamment le monde pour pouvoir bien le transmettre aux jeunes générations. Toujours dans ce passage, il semble que ce soit alors la connaissance du monde et la capacité à transmettre qui font l'autorité éducative. Voilà pourquoi, si celle-ci est défaillante, les élèves se retrouvent plus ou moins livrés à eux-mêmes dans la découverte du monde, ce qui tend inévitablement à relativiser le rôle central du professeur, de l'éducateur, de l'adulte, et donc son autorité. On peut donc résumer cette première proposition en disant que pour Arendt, le fondement de l'autorité éducative de l'éducateur est sa connaissance du monde et sa capacité à la transmettre. Mais il se trouve qu'un autre passage, régulièrement cité lui aussi, propose une autre explication de l'érosion de l'autorité éducative. Je vous l'affiche également. Dans ce passage, l'érosion ne serait pas tendue à un problème de connaissance ou de capacité à enseigner quelque chose, qu'à un problème de responsabilité ou d'engagement de l'adulte, du professeur, de l'éducateur, à l'égard du monde qu'il représente et auquel il doit introduire les jeunes générations, par exemple les élèves. Dans la conception d'Arendt, l'adulte a une double responsabilité vis-à-vis du monde existant et des jeunes générations. D'abord, il doit préserver le monde de ces nouveaux venus afin que le monde perdure, et il doit faire en sorte que ces nouvelles générations s'intègrent dans ce monde.
Or, d'après l'extrait, il semble que l'autorité éducative soit fondée sur cette sorte de responsabilité, dit Arendt, qui est de plus en plus refusée par les adultes, qui préfèrent au contraire entretenir une forme de dégagement par rapport au monde qu'ils représentent. Une telle indifférence conduit de facto à renoncer à la mission éducative d'introduire au monde et à livrer les enfants eux-mêmes dans sa découverte. Ainsi, dans cet extrait, ce qui semble fonder l'autorité éducative, ce n'est ni le savoir ni le fait de pouvoir enseigner, mais la responsabilité de l'éducateur, son rôle de responsable du monde. On peut dès lors dire qu'Arendt produit une seconde assertion relative au fondement de l'autorité éducative. Le fondement de l'autorité éducative réside dans la responsabilité de l'éducateur vis-à-vis du monde. Une question se pose alors. Quel est le véritable fondement de l'autorité pour Arendt, dont l'érosion est censée expliquer la crise de l'éducation? Est-ce le manque de compétences des enseignants, comme dans la proposition 1, ou bien le refus des adultes d'assumer leurs responsabilités, comme dans la proposition 2? Le propos d'Arendt n'est pas clair, car elle semble proposer deux réponses différentes à la question qu'elle pose. Dès lors, est-ce au lecteur de choisir? Mais peut-être que nous sommes allés trop vite en besogne, peut-être est-il possible de proposer une interprétation concordataire de ces deux propositions d'Arendt. Par exemple, l'autorité aurait deux fondements, et ces deux fondements seraient attaqués, ce qui expliquerait l'érosion de l'autorité en éducation. Ou encore, la connaissance du monde et sa transmission d'un côté, et la responsabilité vis-à-vis du monde seraient en fait une seule et même chose, si bien que la première et la seconde proposition seraient en fait des sortes de synonymes. Malheureusement, c'est Arendt elle-même qui nous interdit cette interprétation. En effet, dans les extraits auxquels nous nous sommes référés, nous pouvons trouver les deux passages suivants que je vous affiche. Ces deux passages appartiennent respectivement au premier extrait qui soutient la proposition 1 et au second extrait qui soutient la proposition 2. Mais ne sont-ils pas contradictoires? Dans la première proposition, nous avons vu qu'Arendt confère au savoir et à sa transmission la capacité de fonder l'autorité du professeur. Or, dans la seconde proposition, Arendt dit explicitement que ce n'est pas le fait de savoir et de transmettre qui fonde ou confère l'autorité du professeur ou de l'éducateur, mais plutôt sa responsabilité vis-à-vis du monde. Les deux propositions disent donc bien des choses différentes, mais même des choses contradictoires. Il semble donc qu'Arendt ne dise finalement rien de très satisfaisant sur le lien unissant crise du fondement de l'autorité et crise de l'éducation. Alors, il y a également un autre problème qui est celui de la définition de l'autorité, à tout le moins appliquée à l'éducation. Cet autre motif d'insatisfaction se trouve dans un autre extrait très régulièrement cité que je vous affiche. Ce passage est mobilisé souvent pour tirer des leçons relativement à l'autorité en général et à l'appliquer au domaine de l'éducation. Pourtant, au moins deux remarques critiques pourraient être faites quant à la pertinence de ce passage, a fortiori s'il est utilisé dans la perspective de comprendre ce qu'est l'autorité éducative. D'abord, on fera remarquer qu'ici, Arendt ne traite pas de l'autorité en éducation, mais de l'autorité dans un sens politique. Il n'est donc pas du tout certain que ce passage, voire l'entièreté de l'essai Qu'est-ce que l'autorité, soit une source judicieuse pour penser l'autorité en éducation. Mais admettons. Dans cet extrait, c'est le second point, nous trouvons le passage suivant. L'autorité est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Ce passage est problématique. Notons qu'il est constitué des trois thèses suivantes. Premièrement, la persuasion opère par un processus d'argumentation. Deuxièmement, la persuasion présuppose l'égalité. Troisièmement, l'autorité est incompatible avec la persuasion. Or, non seulement aucune de ces thèses n'est argumentée, mais chacune d'elles est parfaitement contestable. Prenons la première, la thèse A. On peut rétorquer que la persuasion n'opère pas seulement, voire pas du tout, par un processus d'argumentation. Persuader quelqu'un, c'est l'amener à croire quelque chose. Mais cela ne dit rien des moyens employés.
On peut ainsi persuader quelqu'un de quelque chose en le manipulant, en lui cachant des informations, en jouant sur ses émotions, etc. Certes, l'argumentation rationnelle fait partie des outils auxquels on peut recourir pour persuader quelqu'un, mais cette argumentation n'est pas indispensable. Ici, Arendt semble en fait confondre persuader et convaincre. Et c'est assez étonnant pour quelqu'un qui nous dit vouloir respecter l'importance des distinctions. La thèse B est également problématique, car qu'on la laisse telle qu'elle ou qu'on l'interprète généreusement en substituant conviction à persuasion, nous sommes en droit de la contester. Si Arendt veut vraiment dire persuasion, alors il est évident que B est faux. En effet, il n'est aucunement nécessaire de présupposer une quelconque égalité pour persuader. On pourrait même soutenir que l'usage de procédés manipulatoires compatibles avec la persuasion présuppose très exactement l'inverse. C'est parce que je ne considère pas l'autre comme mon égal que je trouve acceptable de recourir à des procédés que je réprouverais s'ils étaient employés contre moi. Si Arendt veut en fait dire convaincre, alors l'énoncé n'est pas non plus très correct. Car ce que l'argumentation par conviction suppose, ce n'est pas forcément l'égalité de fait, immédiate, actuelle, mais l'égalité potentielle, en puissance, à venir. Un parent, un éducateur, un professeur qui argumenterait face à un enfant n'en serait pas moins convaincu qu'il reste, lui, un adulte, un éducateur, un professeur, et que son interlocuteur est bien un enfant. Pour autant, il reconnaîtrait en l'enfant un être en devenir qui sera bientôt son égal. Et c'est justement pour faire advenir cette égalité future qu'il la présuppose. Mais, encore une fois, cette présupposition est hypothétique, non actuelle. Or, il semble bien que pour Arendt, et pour que son propos ait un semblant de consistance, elle entend bien l'égalité comme actuelle ici. Venons-en pour finir à la thèse C. Nous pouvons voir de nouveau, nous pouvons avoir de nouveau une lecture stricte ou une lecture généreuse de cette thèse. Dans le cas de la lecture stricte, littérale, alors on peut être d'accord avec Arendt et cette thèse C. On voit mal, en effet, comment qualifier quelqu'un qui ferait preuve de stratagème manipulatoire comme quelqu'un qui aurait de l'autorité. On dirait plutôt de lui qu'il est manipulateur ou qu'il fait diversion, mais pas qu'il use de son autorité. Cela dit, si cette dernière thèse est exacte, si la thèse C est correcte, elle repose sur des prémices A et B dont nous avons vu l'inanité, ce qui fait que C est peut-être vrai, mais injustifié, donc gratuitement asserté, donc gratuitement rejetable finalement. Maintenant, si nous interprétons C dans une lecture plus large où il nous faut entendre non pas persuasion mais conviction, comme le laissent finalement présupposer les énoncés, les prémices A et B, le problème est alors évident. On ne voit non seulement pas en quoi l'argumentation sur laquelle repose la conviction est incompatible avec l'autorité, et pire, il existe plusieurs cas où l'autorité dépend, voire est renforcée par l'argumentation. Je propose 3 cas pour montrer cela. Premier cas. Un professeur de physique évoque rapidement le nom d'Ératosthène comme étant l'une des plus vieilles personnes connues ayant réussi à montrer que la Terre était ronde. Ses élèves sont attentifs et intéressés par ce cours et la séquence plus large portant sur l'astronomie. Cependant, ils s'interrogent. Ératosthène ne pouvant être allé dans l'espace avec une fusée pour prendre une photographie de la Terre, comment a-t-il pu montrer qu'elle était ronde? Il pose donc la question au professeur qui n'avait pas prévu d'expliquer la méthode employée par le scientifique grec de l'Antiquité. Mais poussé par ses élèves, il s'y emploie et résume de manière convaincante la démonstration d'Ératosthène. Les élèves comprennent alors mieux pour quelles raisons on peut dire que la Terre est ronde. Dans ce cas, les élèves ont questionné le professeur et ont fait preuve d'un certain esprit critique. Cela a obligé l'enseignant à fournir davantage de détails et à produire une démonstration rapide de la preuve d'Ératosthène. Peut-on déduire de cela que l'autorité du professeur a disparu? On ne voit pas du tout pourquoi. On pourrait même soutenir que c'est justement en fournissant cette argumentation rationnelle qu'il a renforcé son autorité. Pour les élèves, ce professeur est véritablement celui qui sait, et qui sait même bien plus qu'il nous en dit. Il est donc digne de faire autorité.
Arendt répondrait peut-être que l'autorité du professeur réside en fait ici dans un ordre hiérarchique qui inscrit l'enseignant et l'élève dans un rapport dissymétrique. Mais outre le fait que cela constituerait en fait une nouvelle proposition de fondation de l'autorité qui n'explique rien, voire engendre nos nouvelles questions, car qui de l'ordre hiérarchique ou de l'autorité fonde quoi, on peut tout à fait imaginer d'autres situations dans lesquelles cet ordre hiérarchique n'existe pas et où pourtant il subsiste une relation d'autorité. Et c'est ce que je vais présenter maintenant dans les deux autres cas. Cas numéro 2. Un psychiatre explique à son patient la nature du trouble psychiatrique dont il est atteint, ce que cela engendre, pourquoi il a parfois certaines réactions, certains comportements, mais aussi les moyens médicamenteux ou thérapeutiques qu'il est possible de mettre en œuvre et sur quels aspects du trouble ces moyens interviennent. Devant ces explications, le patient prend conscience de la compétence du médecin et il comprend la logique du soin qu'il lui propose. Il lui fait alors confiance et décide de suivre scrupuleusement le traitement proposé. Tout en étant une figure d'autorité pour le patient, le médecin n'en est pas pour autant son supérieur hiérarchique. Pourtant, si le patient de la situation obéit au médecin, c'est peut-être justement parce que, sans être son supérieur hiérarchique, il a su le convaincre de la pertinence du traitement proposé. On peut donc dire que le médecin dispose d'une autorité sur son patient, sans pour autant que cela ait interdit toute discussion rationnelle ou supposer une relation hiérarchique. Et mieux, il est bien possible qu'une telle discussion ait permis au patient d'adhérer pleinement au parcours de soins proposé. Dans ce cas, de nouveau, c'est justement l'argumentation qui semble fonder l'autorité du médecin auprès de son patient. Troisième situation. Pauline est passionnée de pâtisserie et dispose de nombreuses compétences et de nombreuses connaissances en la matière, sans pour autant être une pâtissière professionnelle. Elle a une amie, Sophie, qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui aime bien tout de même faire des pâtisseries de temps en temps. Sophie profite régulièrement alors des connaissances, des compétences de Pauline pour lui demander de lui faire parfois quelques délicieux gâteaux, plutôt que d'aller en acheter chez son pâtissier du coin. Elle assiste même parfois Pauline dans cette réalisation, elle l'observe, elle l'écoute, et Pauline lui montre alors ce qu'elle fait, elle lui explique pourquoi elle fait ce qu'elle fait, les instruments qu'elle utilise, quels ingrédients, où est-ce qu'elle peut trouver ces ingrédients, pourquoi il ne faut pas faire ceci mais plutôt cela, etc., etc. Et si jamais Sophie désire une pâtisserie que Pauline ne peut pas, ne veut pas ou ne sait pas faire, elle se rend dans la pâtisserie professionnelle recommandée par Pauline. Sophie et Pauline sont amies, et il n'y a donc pas de relation hiérarchique entre elles. Pauline n'est même pas professeure ou professionnelle. Pourtant, d'une certaine manière, Pauline dispose d'une certaine autorité sur Sophie en matière de pâtisserie. Sophie l'écoute, l'observe, elle suit ses conseils. Pour autant, cette autorité s'exerce bien sans hiérarchie et plutôt avec des discussions rationnelles, des explications argumentées, etc. Là encore, nous avons un exemple de cas où l'argumentation et l'autorité sont loin de s'exclure mutuellement. Ces trois situations suffisent à montrer qu'autorité et argumentation ne sont pas incompatibles. Dans bien des cas, il se trouve même que c'est justement la capacité à argumenter qui fonde l'autorité ou du moins la renforce. Mais disons cela, ne revenons-nous pas à ce que disait Arendt elle-même dans l'un des premiers extraits que nous avons cités? Si tel est le cas, il y aurait en fait du coup un troisième problème. Et ce troisième problème, c'est la contradiction interne à la pensée d'Arendt. Ce que nous venons de dire sur la conception arendtienne de l'autorité éducative nous conduit à conclure qu'en plus d'être inconsistante, cette proposition est contradictoire, puisque il y a contradiction entre ce qu'est l'autorité et ce que dit Arendt du fondement de l'autorité éducative. Admettons un instant que l'extrait précédent, relatif à l'autorité dans ce rapport à la persuasion ou l'argumentation, ne soit pas problématique. Comme nous l'avons vu en première partie, Arendt affirme dans La crise de l'éducation que l'une des sources de l'autorité professorale réside, ou éducative, réside dans la capacité à transmettre le monde et le savoir que l'on en a. Mais pour peu que nous prenions la peine d'y penser un instant, cette affirmation entre en contradiction complète avec celle consistant à dire que l'autorité est incompatible avec la persuasion qui repose sur l'argumentation. En effet, si l'autorité du professeur réside dans la connaissance qu'il a du monde et dans sa capacité d'enseignement,
ou de l'éducateur à transmettre donc le monde, on peut raisonnablement douter que l'exercice de cette capacité se fasse sans recours jamais à des arguments, à des démonstrations, à la raison, comme nous l'avons vu finalement dans la situation 1. On peut également douter qu'un professeur ou qu'un éducateur employant des moyens que la morale épistémique réprouve, des mensonges, des généralisations abusives, appel à l'émotion, arguments d'autorité, etc., puisse être qualifié de bon professeur ou de bon éducateur, voire de professeur ou d'éducateur tout court. En somme donc, il apparaît que ce qui semble fonder, d'après Arendt elle-même, l'autorité éducative doivent passer, à un moment ou à un autre, par l'argumentation. Mais puisque Arendt dit aussi que là où on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté, cela signifie que le professeur qui oserait, ou l'éducateur qui oserait recourir à des arguments lorsqu'il éduque, ce qui fonde pourtant son autorité, par ce même mouvement, laisserait l'autorité de côté. Dès lors, si l'on prend cette seconde assertion, le professeur pour asseoir, ou l'éducateur pour asseoir son autorité, ne doit pas recourir à l'argumentation rationnelle. Il ne doit pas convaincre ses élèves. Il ne doit pas s'adresser à leur raison. En somme, donc, de deux choses l'une. Ou bien l'autorité du professeur se fonde sur son savoir et sa capacité à le transmettre. Le professeur fait alors la démonstration de son savoir et de ses compétences en usant de la raison, argumentation, démonstration, questionnement, critique. Mais cela contredit alors l'idée selon laquelle l'autorité est incompatible avec la persuasion. Ou bien l'autorité de l'éducateur est incompatible avec l'argumentation, et il ne peut réaliser sa mission qu'en bannissant tout discours argumentatif, démonstratif, cherchant à convaincre ses élèves ou ses enfants. Il serait alors très étrange de dire qu'un tel professeur enseigne ou éduque, et ce faisant, on contredirait l'idée selon laquelle c'est la connaissance et la transmission qui fondent l'autorité de l'éducateur, de l'adulte, du professeur. Il est alors évident que la conception qu'a Arendt de l'autorité en éducation est inconsistante, parce qu'elle ne voit pas qu'on ne peut, dans le même temps, associer la connaissance et sa transmission avec l'autorité et refuser tout lien entre autorité et échange d'arguments, l'enseignement, l'éducation étant euh, fondée en partie sur la capacité à démontrer, expliquer, convaincre, argumenter. Alors, conclusion, Arendt peut-elle vraiment nous aider à penser l'autorité éducative? Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, c'est loin d'être évident. Étant donné l'absence de clarté, voire les contradictions internes aux propos d'Arendt sur l'autorité en éducation, il semble évident que rien ne puisse être véritablement tiré, qui puisse être attribué à une pensée consistante d'Hannah Arendt. Et il est bien possible que, ça et là, certains éléments, certaines thèses, certaines idées, soient pertinentes ou fertiles. Mais en tant qu'ensemble, en tant que tout, il est douteux de faire de la pensée d'Arendt elle-même une pensée permettant réellement de réfléchir à l'autorité en éducation. Car quelle est au juste cette pensée? Que dit-elle exactement? À notre sens, rien de très cohérent. Je vous remercie.